Déjà, très rapidement, un peu présenter l'atelier. Donc déjà, moi à l'origine, je viens du monde du vitrail, donc vraiment de l'artisanat d'art. J'ai bifurqué vers l'architecture contemporaine il y a déjà 25 ans. Parce que le monde du vitrail le métier du vitrail est un métier très intéressant, mais pour autant, quand on fait des vitraux aujourd'hui, complètement accaparé par la restauration du patrimoine, et on n'est pas partie prenante de l'avènement de la création architecturale de notre époque, et c'est ce qui m'intéressait. J'ai développé un projet à l'époque où je faisais du vitrail. L'idée, à cette époque-là, en fait, je me suis posé la question de savoir qui aujourd'hui, pour l'architecture contemporaine, avait la même démarche que les verriers du Moyen-Âge pour l'architecture contemporaine de leur époque. Et je me suis aperçu que dans le bâtiment aujourd'hui, c'est l'industrie lourde du verre qui avait pris le pouvoir d'une certaine manière, et il y a une logique, c'est un peu normal, mais que du coup, tout était assez standardisé, aseptisé, et que le champ des possibles était plus vaste que ce qui est en général mis en œuvre aujourd'hui. Donc c'est devenu mon projet. J'ai eu la chance à l'époque d'être soutenu et presque coaché par Claude Parent. Et puis après sont venues des collaborations assez rapidement avec Jean-Michel Villemotte, avec Paul Andreu à l'Opéra de Pékin, avec Claude Vasconi, avec toute cette génération. Puis effectivement, donc nous on a une activité aujourd'hui, pour résumer les choses, qui est en gros à 40% liée à de l'architecture d'intérieur, avec trois pôles, je dirais. L'industrie du luxe, donc les collaborations avec les grandes marques, groupe LVMH, Hermès, etc. Des demeures particulières de prestige, donc les villas de milliardaires à New York, à Singapour, ou que sais-je. Et puis de l'architecture intérieure pour du tertiaire, donc avec des budgets évidemment qui ne sont pas du tout les mêmes que quand on travaille avec des milliardaires. Mais l'idée qu'on développe, c'est de se dire, même dans une architecture intérieure de secteur tertiaire pour des bureaux, etc., on doit pouvoir faire des choses plus recherchées, plus intéressantes que simplement ce que l'industrie du verre peut proposer de manière assez basique. Et donc 60% d'architecture dite monumentale, où là ça peut être des grands projets. Donc effectivement on a travaillé pour le musée d'art contemporain à Marseille avec Ken Gokuma, le musée de la Romanité avec Portes en Parc à Nîmes. On a travaillé sur la fondation Vuitton aussi avec Guéry. Puis un certain nombre d'autres projets. On a fait le mémorial à l'abolition de l'esclavage à Nantes aussi, avec un artiste polonais et puis un architecte américain, Julian Bonder. Voilà, et aujourd'hui l'atelier, l'activité c'est en gros 50% en France, 50% à l'étranger. Et à l'étranger c'est pour de l'architecture intérieure, en gros les grandes capitales, vers Moscou, Londres, New York, Tokyo, San Francisco, Genève, Zurich, etc. Voilà un petit peu l'activité de l'entreprise. On est basé en Auvergne, à la campagne, dans un endroit calme où on peut avoir de grands locaux et de grands ateliers, plus facilement accessibles évidemment qu'en région parisienne. On est une quinzaine à travailler, donc on a une entreprise de taille plutôt moyenne, petite moyenne, mais paradoxalement on peut faire des gros projets. C'est nous qui avons mis au point tous les verres de la canopée Léal avec Patrick Berger. Donc on fait peu de projets, mais on fait des projets complexes. Et la démarche globale qu'on essaye de mettre en œuvre, c'est, comme je viens de l'artisanat, c'est de prendre en gros le meilleur de l'artisanat, à savoir des savoir-faire particuliers, et puis un niveau d'exigence, et
associer ça au meilleur de l'industrie pour faire des projets en fait hybrides que ni l'artisanat seul, ni l'industrie seule serait en mesure de mettre en œuvre. Donc on est vraiment dans une démarche hybride. L'idée c'est 1 plus 1 égale 3, quoi. C'est un petit peu ça. Du coup, vous associez avec des industriels différents au cas par cas ? Oui, on peut s'associer avec des industriels. Il y a même des industriels qui nous sollicitent pour créer des matières, pour créer des textures, pour une expertise, pour... oui, et en gros, on a travaillé aujourd'hui à peu près avec tous les industriels qui sont donc en gros les Japonais, AGC, Saint-Gobain, Pilkington. Mais vous n'êtes pas obligé de vous associer avec des industriels. Il y a des fois où vous produisez vous-même. Nous, on a cherché à avoir une autonomie en termes de production. Donc, on achète la matière première chez des industriels, parce que le verre aujourd'hui, voilà, c'est une industrie lourde. Mais après, on a nos ateliers et on produit. Et d'ailleurs, les matériels qu'on a dans nos ateliers, les industriels ne les ont pas nécessairement. Donc, on a fait faire des fours sur mesure qui n'existent que chez nous. Mais ponctuellement, on peut avoir besoin de prestations de services d'industriels. Donc, on va à ce moment-là contacter un tel ou tel autre. En France, en Espagne, en Allemagne, peu importe, au Japon, pour arriver à nos fins. C'est-à-dire que moi, je considère quelque part un petit peu le parc industriel existant, mais au niveau, entre guillemets, mondial, comme une espèce d'excroissance ponctuelle de nos ateliers. Donc si je veux faire telle prestation de service un peu exceptionnelle je sais que y a une usine en Allemagne qui va le faire, je sais qu'en Espagne on peut attendre ceci, voilà. Mais en gros quand même 80 ou 90% de ce qu'on fabrique c'est en interne. Voilà. Et puis c'est vrai que ce qu'on met au point demande beaucoup de prototypage, beaucoup d'essais, beaucoup de recherche entre guillemets que l'industrie n'a pas vocation à faire. C'est-à-dire que je sais pas, chez Saint-Gobain, quand ils font de la recherche, ils vont mettre 15 ingénieurs sur un projet pendant 5 ans, mais il faut qu'à terme il y ait 1 milliard de chiffre d'affaires potentiel sur les 10 ans qui viennent. Nous, c'est pas du tout le cas. L'idée, c'est ponctuellement d'intervenir pour régler un problème, y compris quand le potentiel économique est limité au seul périmètre du projet. Le meilleur exemple, en tout cas le plus récent, c'est la Samaritaine, puisqu'il y avait donc à la Samaritaine des sols en verre dans l'ensemble du bâtiment mais ces dalles de verre n'étaient absolument pas aux normes de ce qu'on peut attendre aujourd'hui, de ce qu'on doit avoir aujourd'hui. Et en fait, quand Kazuyo Sejima, donc l'architecte, a voulu restituer, en tout cas pour partie, ces dalles de verre, il s'est avéré que les grands groupes verriers, ou alors ils n'avaient pas la compétence pour le faire, mais surtout ça ne les intéressait pas. Je pense qu'ils auraient très bien pu travailler dessus et trouver une solution. Moi, je l'ai trouvé, et je ne suis pas un génie, ça se saurait. C'est simplement que ça ne les intéresse pas parce qu'il n'y a pas assez de volume. Et que par ailleurs, ils ont une culture. Alors après, il y a une dimension culturelle là-dedans aussi, c'est que l'industrie, c'est un système qui est géré et piloté par des ingénieurs. Et donc, la dimension culturelle, plastique et architecturale est franchement secondaire. Ce qui les préoccupe, c'est la technique et la performance, ce qui est tout à fait légitime, mais ce qui, quand on cherche une architecture raffinée, sensible et qui dise quelque chose, la technique n'est pas nécessairement suffisante. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cette méthodologie hybride de prendre la culture artisanale, le niveau d'exigence, le travail manuel, etc., et d'associer ça à la culture industrielle pour faire quelque chose dans une logique 1 plus 1 égale 3. C'est exactement ça. Donc les dalles de la Samaritaine, quand tout le monde a jeté l'éponge, en l'occurrence c'était Vinci, le groupe Vinci nous a contactés et on a développé des techniques et on a créé des nouveaux savoir-faire pendant, ça a duré 6-7 mois.
Et on a fini par mettre des dalles de sol au point, qui sont en verre moulé, mais on a réussi à mouler du flot de glace, du coup on est dans les normes, et ce verre on a pu le tremper, on a pu le feuilleter, donc on est complètement dans les DTU, dans les normes actuelles qui permettent de faire les choses, en ayant un objet qui est très, voilà, qui est celui-là, hein, qui est très, qui a une plastique assez particulière, dont on voit qu'il n'est pas, qu'il est aux normes, mais qu'il n'est pas d'une facture industrielle. C'était l'esprit qui était voulu dans le projet. Et voilà, donc c'est des choses un peu... c'est une manière de procéder un peu hybride, un peu métisse, mais qui permet de faire des choses spécifiques. Et de fait, nous, on crée des textures de verre, des matières de verre en relief, iridescentes, colorées ou pas, transparentes, translucides, opaques, enfin... miroitante, en 3 dimensions, enfin bon, il y a plein de choses particulières parce que le champ des possibles est quand même très très large et on n'est pas à la veille d'avoir exploité tout ça. Hein. Moi j'arriverai à la fin de mon parcours professionnel, je n'aurais pas exploité 1% des potentialités que j'ai entreaperçues. C'est vraiment énorme. Mais ce n'est pas la vocation de l'industrie. La vocation de l'industrie, c'est de faire de la production en masse de choses assez basiques, ce que demande le marché, et c'est très bien qu'il le fasse. Mais nous, on a une démarche un peu alternative et on est dans une logique de projet, pas dans une logique de produit non plus. Okay. Voilà, donc quelques images. Donc ça, c'est nos ateliers. Donc on a des grands ateliers donc à la campagne, c'est une friche industrielle qu'on a réhabilitée, ces anciens ateliers de locomotives de la SNCF, de maintenance de locomotives. Voilà, donc là quelques projets, ça c'est la façade du carrousel du Louvre, rue de Rivoli, qu'on a développé avec l'agence Villemotte. Donc c'est ça a été pensé un petit peu comme un bijou et puis une référence un petit peu turbulente à la pyramide de Paye qui est juste à côté, un petit peu comme si on avait mis un coup de pied dedans, quoi. Mais ça fait un objet intéressant. Ça c'est le musée de la Romanité donc à Nîmes, qu'on a développé avec l'agence Portes en Parle. Donc là il y a toute la façade est complètement en 3D. Il y a 2500 mètres carrés de verre, voilà, qui fonctionne un peu comme un mouchard à biais, c'est-à-dire que la peau de verre paraît comme ça de l'extérieur opaque, mais en fait c'est pas le cas. Quand on est à l'intérieur, elle est perméable à la vue. Ça permet de protéger les œuvres d'art qui sont à l'intérieur, de se protéger du soleil. De créer une ambiance intérieure à la lumière diffuse, parce que on est là à Nîmes et donc le soleil est quand même un peu prégnant. Donc avec des détails de matière, de texture, on a cherché des rendus de démos sur verre qui sont blancs mais qui pour autant sous certaines luminosités ressemblent presque à de l'aluminium, avec des textures satinées. Donc la Fondation Vuitton, où il y a une œuvre d'art monumentale qu'on a fait en collaboration avec, qu'on a produit en collaboration avec l'artiste danois Olafur Eliasson, qui est installé lui à Berlin. Voilà. Donc il peut arriver aussi qu'on collabore comme ça avec des plasticiens, des designers, toujours dans une approche ou des cabinets d'ingénierie, toujours une approche un peu transversale et transdisciplinaire. Voilà. Un autre exercice complètement différent, encore à Nîmes, où on a créé des portes monumentales pour l'entrée de la cathédrale. Donc là, on est dans une autre tradition qui est la création d'objets précieux sur des grands édifices historiques. Donc on a des portes, chaque battant de porte là fait je sais pas
combien, 1,80 m de large et presque 5 mètres de haut. Les verres font 800 kg, très épais, gravés recto verso, traités à la feuille d'or. Enfin, c'est un exercice particulier, mais qui nécessite quand même de l'ingénierie de haut vol aussi, parce que ces portes-là s'ouvrent avec 2 doigts, alors qu'il y a 1,5 tonne de verre, quoi. Le Fonds régional d'art contemporain à Marseille, qu'on a fait avec produit avec Kengo Kuma, avec lequel j'avais déjà collaboré au Japon. Donc ça, c'était un projet dans le cadre de Marseille, capitale européenne de la culture. Et il y avait la volonté de Kuma sur ce projet de faire en sorte que chaque écaille de verre de la façade, un peu comme à Nîmes, puisse protéger aussi du rayonnement solaire les œuvres d'art qui sont à l'intérieur, créer une ambiance lumineuse intéressante, et puis évidemment créer un signal urbain assez fort. Et l'idée était qu'à l'échelle de la ville et de l'architecture, tous les panneaux devaient sembler identiques. Mais l'idée, c'est qu'en s'approchant, on voit que en fait, tous les panneaux sont différents. Donc on est sur monochrome blanc, et pour faire ça, en fait, on a utilisé une technique qui est très marginale. C'est-à-dire qu'on a émaillé à la main tous les panneaux, un par un. Ce qui peut paraître comme ça un peu invraisemblable, surtout aujourd'hui, depuis 100 ans, on nous dit qu'il faut remplacer les hommes par des machines. On a fait l'inverse en l'occurrence. C'est-à-dire avec le budget initial, en étudiant le projet, on s'est rendu compte que le seul moyen qu'on avait pour apporter de la qualité plastique à cette façade, c'était d'intervenir au moment où on doit appliquer l'émail sur le verre. Ce qui fait que le verre est un verre industriel, l'émail est un émail industriel, c'est cuit dans des fours industriels, etc. Mais c'est juste le moment où on applique l'émail sur le verre, où on a en fait réalisé une pluie d'émail. On a fait tomber en gros entre 5 et 6 millions de gouttes d'émail sur le verre, sur tous les panneaux. Et après il est cuit, c'est ça ? Et après il est cuit, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un exercice un peu particulier, dans la mesure où moi-même j'avais des doutes sur le fait que ce soit réalisable. C'est moi qui ai émis l'idée, et puis en fait j'ai bricolé ça un jour à l'atelier, j'ai vu que quelque chose se passait plastiquement. J'ai envoyé les images à Kuma qui cherchait justement quelque chose d'un peu particulier. Tout de suite il a dit on fait ça. Après j'avoue qu'il y a un petit moment de solitude parce qu'on se dit il y a quand même 1700 panneaux. Ça va prendre un peu de temps, et puis est-ce que c'est économiquement réaliste? Donc en fait on a fait l'essai, on a pris 2 jours, on a regardé la surface qu'on faisait tranquillement, sans se presser, etc. Et voilà, on a fait une règle de 3, on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Ce qui veut dire aussi que les procédés industriels de sérigraphie, etc., en termes de qualité-prix, sont pas si avantageux que ça. Donc c'est une expérience un peu singulière, qui a remis en cause un certain nombre de poncifs ou de dogmes. Je dis pas que c'est pas nécessairement reproductible sur chaque projet, mais là en l'occurrence, nous on a gagné notre vie en faisant ça. Chaque panneau est différent en gros, tout le monde était content, sans pour autant que les budgets explosent. Donc il y a le fait d'humaniser les projets, de réintroduire de l'humain dans le projet, c'est pas forcément quelque chose de délirant et d'utopique. Bon, la canopéléale, là on a travaillé un long moment avec Patrick Berger pour mettre au point les verres, leur couleur, leur texture, leur niveau de translucidité, le traitement de surface, le relief, etc. Là, j'ai pas produit, il y avait 30 000 m² de verre, donc les gens capables de produire ça, on les compte sur les doigts d'une main à l'échelle européenne, peut-être même d'une main qui n'a pas tous ses doigts. Et moi, ça a été produit en France, à Lyon, mais on a travaillé sur ce projet, et ça arrive parfois, on était côté maîtrise d'œuvre.
Donc on travaillait main dans la main avec l'agence d'architecture pour faire aboutir le projet. Autre projet, donc ça c'est un musée, une double peau. C'est vrai que qu'on a développé donc avec l'architecte Laurent Baudouin. Et Laurent m'avait parlé en fait d'une espèce de fantasme. Il disait mais cette double peau de verre, je voudrais que le bâtiment en fait il soit comme une espèce de falaise en verre. C'est-à-dire qu'il a une texture que le verre a une texture de pierre, parce qu'il y a des falaises basaltiques pas très loin qui donnent une texture un peu particulière. Mais pour autant, on est quand même dans un établissement, dans un bâtiment public, donc il y a toutes les normes à respecter. Voilà. Et pour ce faire, donc on a trouvé des techniques qu'on voit en haut, où on a thermoformé du verre industriel sur des moules. En fait, on l'a fondu pour qu'il prenne un relief, une texture. Et on a réussi à faire en sorte que ce verre puisse être trempé selon les normes du bâtiment aujourd'hui, les DTU, etc. Donc on est complètement dans les normes. Simplement, le verre a une texture de pierre qu'on voit en dessous. Il est mis en valeur la nuit par un éclairage qui fait ressortir encore un peu plus tous ces reliefs. Donc à chaque fois, c'est des aventures très, très particulières et il n'y a pas de projet identique et c'est toujours un peu des challenges. Ça, c'est un des derniers projets en date qu'on a fini en gros juste il y a un an, au démarrage de la crise Covid. C'est le Centre européen du judaïsme, porte de Champéret, où on a traité toutes les façades pour faire des espèces de... je ne sais pas comment on peut appeler ça, presque des pseudo-vitraux. D'abord, c'est une synagogue. Et en fait, on a repris le motif traditionnel du châle de prière juif, le talit, qui est fait de lignes horizontales. On a réinterprété ça sur les verrières, en gravant le verre et en traitant à la feuille d'or. Mais pour autant, donc avec des techniques très, très artisanales, mais pour autant sur des vitrages très performants, donc double vitrage, isolant, anti-effraction, anti-déflagration, parce qu'aujourd'hui sur une synagogue, c'est quand même des bâtiments très sensibles en termes de sécurité, terrorisme, etc., etc. Donc là aussi, c'est encore une manière de faire la démonstration que le fait d'avoir des ouvrages très normés qui correspondent vraiment d'une manière très pointue aux besoins techniques et normatifs aujourd'hui, c'est pas incompatible avec le fait de travailler sur leur matière, leur texture, de manière à les rendre signifiants, sachant que le verre est utilisé beaucoup évidemment en façade, que la façade c'est la peau des bâtiments, que la peau c'est une surface communicante. C'est comme ça que le bâtiment va se présenter à la ville, au monde, etc. Donc c'est aussi une manière de s'exprimer, une manière de faire passer un message. Enfin, l'architecture a de toute façon toujours été aussi un médium de communication. J'en veux pour preuve la pyramide de Khéops. Dans l'absolu, on n'avait pas vraiment besoin d'1 million de mètres cubes de pierre pour enterrer un type. Donc il y a toujours cette fonction de communication en architecture. Et aujourd'hui, le verre, c'est bien souvent la peau des bâtiments, donc ça peut être aussi utilisé comme un médium de communication. Après, il faut savoir ce qu'on veut lui faire dire, il faut que ce soit pertinent, il faut que ça fasse sens, etc. C'est un autre sujet, mais c'est un moyen qu'on a à notre disposition. Donc ça, c'était quelques images de travaux d'architecture. Après, on a, à peu près 40%, on est en architecture intérieure. Je ne sais pas si vous saurez le retrouver, moi je ne le saurais pas. Oui, je vais. Donc architecture intérieure. Donc qui se décline en gros, comme je disais tout à l'heure, en trois pôles, si on peut dire. Donc ça représente quand même 40% de notre activité, pour une bonne part à l'étranger. Et 3 pôles, donc l'industrie du luxe, les boutiques pour Hermès, la Fondation Vuitton, la Samaritaine, des choses comme ça. On est toujours en train de chercher des nouvelles matières. Ça, c'est un petit projet pour une école expérimentale à Tokyo,
où on a créé des... Alors là, on a utilisé du verre à vitrail. Là encore, on est sur une hybridation, on est sur du verre à vitrail, donc très fragile, très précieux, etc. Et avec des couleurs qu'évidemment qui n'existent pas en verre industriel. Et on a greffé ce verre sur des verres structurels qui vont respecter complètement les normes tokyoïtes. Et en matière de normes à Tokyo, c'est quand même pas mal avec le sismique, etc. Demeure privée à Paris. On cherche des raffinements de matière, des reflets, des textures, où on peut ponctuellement déformer comme ça des verres, créer des grandes lentilles optiques, corridor tout en verre noir texturé. Donc à chaque fois, c'est des aventures différentes. Là, c'est un exemple de ce dont je parlais, c'est-à-dire imaginer des projets qu'on va pouvoir décliner en architecture intérieure à une plus grande échelle. Ça, c'est le lobby d'entrée d'une tour à Tokyo, où en fait on a mis des verres sur champ, donc perpendiculaires au mur, des lames de verre qui sont toutes émaillées, à la main aussi. Et il y en a quand même à peu près 900 mètres carrés. Voilà, avec des éléments un peu sculpturaux. Bon, nos amis japonais nous ont mis une rampe d'escalier qui est quand même assez moche, mais enfin c'est les normes locales. Là c'est plus l'activité luxe dont je vous parlais, ça c'est le magasin Hermès, avenue Georges V, celui-là c'est près du Faubourg Saint-Honoré, où on a, tout ça c'est des parements en verre, hein, c'est du verre sur les murs. Ah, c'est ce que je vous ai fait voir tout à l'heure sur la cathédrale de Nîmes, il y a là aussi ce projet. Ça, ce sont les espaces d'accueil du ministère de la Culture dans le bâtiment de Francis Solaire, où on a fait des bulles des bulles en fait, en verre bombé avec de la glace Santin, qui sont des espaces de travail, donc salle de travail. Donc en fait, dans ces bulles en miroir, il y a des gens qui travaillent, donc on ne les voit pas travailler, par contre eux voient ce qui se passe à l'extérieur. On a décliné aussi à peu près 150 ou 200 mètres carrés, 200 mètres linéaires de parois en verre courbe. Après, ponctuellement, il nous arrive, mais ça reste très ponctuel, de travailler sur des petits objets de design. Là, on a créé une table pour un client à Tel Aviv. Par ailleurs, on a une espèce de règle tacite, informelle dans l'atelier qui consiste à... On passe à peu près 10% de notre temps et on réserve entre 10 à 15% de notre chiffre d'affaires à faire de la recherche, entre guillemets. C'est-à-dire à essayer des choses, chercher des matières, des formes, des process, des procédés, et produire des objets qui ne nous ont pas été commandés. Mais c'est toujours dans l'optique de pouvoir un jour ou l'autre les décliner à l'échelle de l'architecture. Donc là, c'est un objet qu'on a fait pour une exposition au Musée national du Japon. Donc on a créé ce mur de verre qui est constitué d'une centaine de lames qui sont toutes vrillées en 3D. Voilà, qui constitue un mur comme ça qui fait 7 mètres de long et qui est un mur interactif, c'est-à-dire qu'en fonction du cheminement de la personne autour de ce mur de verre, le mur va changer d'aspect. Les parties qu'on voit ici relativement pleines vont devenir complètement opaques. On fait 2 mètres et tout change. C'est très, très interactif. Ce mur est constitué d'une centaine de lames dont on pourrait penser comme ça qu'elles sont toutes différentes, alors qu'en fait elles sont toutes identiques. Toutes différentes, ça peut permettre de créer une œuvre d'art ponctuellement, etc. Mais on ne peut pas le décliner sur l'architecture parce que ça coûterait évidemment trop cer de faire 100 lames de verre différentes. À partir du moment où on en crée une et qu'on trouve des astuces pour les positionner de manière à créer cette dynamique, par les économies d'échelle qu'on fait en ayant une seule lame de verre, on peut imaginer
utiliser ça en architecture. Voilà, donc moi je crois que c'est fini. Mais donc voilà un petit peu un panorama de ce qu'on fait, sachant que l'idée de la manière dont on travaille, c'est de ne pas être dans une logique de produit. Donc on n'a pas un catalogue en disant voilà, ce verre-là, ça coûte tant au mètre carré. C'est pas du tout ça. On travaille directement avec les architectes, souvent très en amont des projets. Et plus c'est en amont et mieux c'est. On participe aussi de plus en plus aux phases concours. Donc là, on a gagné 2-3 concours ces derniers temps en étant associé, oui, dernièrement avec Claudia Ricciotti, là, on vient de gagner le musée des textiles à Lyon, par exemple. Mais on participe à des concours aussi avec des architectes étrangers. Enfin bon, il n'y a pas tellement de règles. Donc, mais c'est vrai que plus on a le temps de travailler en amont, plus on arrive à quelque chose d'abouti et qui correspond et qui cerne au mieux les attentes du projet, les besoins du projet et ses limites aussi. C'est-à-dire que travailler par exemple avec un cahier des charges dans lequel il y a des contraintes en termes de planning, de temps ou même en termes de budget, pour nous c'est une bonne chose. D'abord parce que ça ne sert à rien d'imaginer des usines à gaz qui vont faire rêver tout le monde et que personne n'aura les moyens de se payer, sauf à travailler pour quelques milliardaires exotiques. Mais en marché public ou même en marché privé, enfin en architecture à grande échelle, sauf quelques rares projets type Fondation Vuitton où il n'y a pas vraiment de budget. La plupart, on est sur des économies qui doivent être réalistes. Et c'est vrai que travailler très en amont sur des coûts d'objectifs est aussi une manière d'avoir les meilleurs résultats possibles parce que on optimise les choses. Et on est sûr d'être, en travaillant de manière à rester dans le budget, on est sûr au final d'y arriver. Mais ça implique effectivement une relation étroite avec l'architecte et pour arriver au meilleur résultat en temps voulu. Voilà un petit peu C'est vrai qu'on a tendance à développer des relations de complicité avec les architectes avec lesquels on travaille. En ce moment, on fait ça avec Anne Demiance, on l'a fait avec Port Park, on le fait pas mal avec Ricciotti. Moi, j'étais très ami avec Paul Andreu, on fonctionnait comme ça. Et voilà, donc c'est un peu exigeant pour les architectes parce que ça leur demande de s'investir un peu plus que dans le simple fait d'ouvrir un catalogue de Saint-Gobain et de choisir la référence X. Mais le résultat, a priori, n'a aucune commune mesure. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Pour par exemple la porte en verre de la cathédrale, oui. Il y a des incrustations de feuilles d'or. Oui. Je me disais, ça se fait dans vos ateliers aussi ou vous faites intervenir des doreurs ou... Les deux cas de figure existent. La dorure sur verre, en l'occurrence sur un exercice comme celui-là, c'est pas si complexe que ça. D'accord. Sur ce projet, c'est vraiment pas le plus compliqué. Ce qui a été le plus compliqué sur ce projet, c'est oui, c'est la taille, le temps qu'il a fallu pour faire tout ça, la logistique, la manipulation de tout ça sur place, ça, c'était pas de masse à faire. Mais et puis la gestion des contraintes aux monuments historiques, parce que là, on rentre dans un domaine où tout est plus lent, tout est plus compliqué. Mais bon, ça se gère. Hein. Et donc ça, c'était dans vos ateliers, c'est ça ? Oui, bien sûr, mais tout ce que vous avez vu là est passé par vos ateliers et tout. Okay. Tous les verres de la façade de la Randmanité ont transité par atelier, ceux du FRAC aussi. Les seuls qui ne sont pas passés par atelier, c'est ceux de la canopée Léal. Mais par contre, ils ont tous été prototypés en amont chez moi. Et là, autant vous dire qu'on en a prototypé quelques dizaines de variantes. Ça a été compliqué.
Et est-ce que vous vous occupez de la pose également Non, la pose, c'est un autre métier. Hein. De toute façon, quand on intervient sur des chantiers en façade, il y a toujours un lot façade. Il y a une entreprise de façade c'est un métier spécifique. Donc, où le chantier est en entreprise générale, auquel cas Vinci, Eiffage, Bouygues vont chercher un façadier, ou c'est lot par lot, auquel cas il y a un façadier qui est titulaire du lot. Et nous, on fait les verres qui sont achetés par le façadier et posés par le façadier. En général, même les façadiers sous-traitent la pose. La pose, c'est un métier. Il y a des équipes de pose qui font que ça. Si, même dans les grandes entreprises de façade. Oui. Viry ne pose pas ses façades. Non, mais aucun des façadiers ne pose des verres. Aucun. Viry, Eiffage Construction Métallique. Des fois, ils posent. Je n'en connais pas, moi. Ils sous-traitent toujours. Mais c'est pas plus mal, hein, parce que c'est des gens qui font que ça, ils sont très professionnels, ça marche bien. En général, ils viennent de Turquie ou de Roumanie, mais ils font ça bien. On a la chance, comme c'est des projets souvent un petit peu compliqués, on a aussi la chance de travailler avec des bureaux d'études qui font partie des meilleurs. Donc TES, Bollinger & Grohmann, Arcora, Oakley Callaghan à Londres, des gens comme ça. Voilà. Et puis au Japon, Nikken Seikei, l'université de Tokyo, etc. Où là il y a un bon. Donc non, mais globalement. Quel corps de métier vous présentez dans votre atelier? Si vous voulez, c'est cette démarche qui consiste en fait à cette hybridation. Ça s'apprend pas à l'école, il n'y a pas d'école, quoi. Donc les gens sont formés en interne chez nous. Après, il y a des gens qui sont plus effectivement, qui ont plus un profil dessinateur, dessin industriel, bureau d'études. Et puis évidemment des gens qui sont plus administratifs, puis des gens qui sont à la production. Mais voilà. Et vous? Moi, je suis un peu un ovni. Hein. Moi, j'ai fait des études agronomiques. Moi, je suis autodidacte complètement. Agronomie. Oui. Moi, je suis un autodidacte complet. Et comment les vitrages? Comment je suis arrivé dans le verre? Ouais. Oh là, là, il va falloir que je vous raconte ma vie. Pour faire très très court, donc j'ai fait des études agronomiques, non pas par amour de l'agronomie, mais pour pouvoir partir travailler dans l'humanitaire. Donc j'ai fait ça 3-4 ans, en particulier à la fin j'étais en Afghanistan pendant la guerre. J'ai été témoin, puis j'ai toujours fait beaucoup de photos moi. J'ai été témoin de scènes de guerre et de pratiques guerrières soviétiques à l'époque, un peu particulières du type bombardement bactériologique, chimique, ou même parachutage de jouets piégés pour estropier les enfants, enfin des trucs apocalyptiques. J'étais le seul à être, un des seuls à avoir vu ça. Du coup, j'ai photographié ça et ça a été diffusé dans la presse. Puis après, les journaux qui avaient pris ces photos m'ont demandé d'autres photos parce qu'ils trouvaient que les photos étaient bien, j'imagine. Donc après, j'ai travaillé pour la presse. J'ai fait des photos de presse. Et puis un jour, c'était le magazine Globe à l'époque, m'a dit écoute, alors je ne sais plus si Jack Lang avait déjà créé la fête du patrimoine ou était sur le point de le faire, mais Globe m'a dit les Français se réintéressent au patrimoine, aux métiers d'art, etc., les monuments historiques, il y a un sujet à traiter, ça t'intéresse, donc j'ai traité le sujet. J'ai rencontré des architectes des bâtiments de France, des tailleurs de pierre, et puis un jour un atelier de vitrail. On a sympathisé, puis un peu plus, et puis en fait j'ai posé l'appareil photo pour travailler dans l'atelier de vitrail. Puis de l'atelier de vitrail, je me suis senti assez à l'étroit parce que c'est un milieu très conservateur, très conservateur, les monuments historiques. Puis je m'intéressais déjà à l'architecture contemporaine et justement j'avais lu La fonction oblique de Claude Parent et de Paul Virilio. Et à un moment donné, je me suis dit ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les verriers du Moyen-Âge participaient de la création de l'architecture contemporaine de leur époque. Moi, j'ai voulu faire la même chose, mais pour, voilà.
Et à cette époque, je suis allé voir Claude Parent. Je lui ai dit voilà d'où je viens, voilà ce que je fais, voilà ce que je voudrais faire, mais personne ne le fait. Donc est-ce que c'est une bonne idée? Parce que quand vous avez une idée puis que vous vous rendez compte que personne ne le fait, quand même à un moment donné vous avez des doutes. Dites si ça avait un sens, quelqu'un le ferait, quoi. Et puis il m'a dit non, personne ne le fait, on dirait. Et il m'a dit mais c'est une bonne idée, faut y aller, etc. Et puis après c'est Claude Parent, quoi. Donc quand on est un peu coaché par Claude Parent, c'est comme si un apprenti cinéaste était coaché par Fellini, quoi. C'est un peu ça, ou Scorsese. Hein. Donc Claude m'a dit va voir Paul Andreu de ma part, va voir Vasconi, va voir machin. Et puis voilà. Et puis après, c'est du travail, c'est de l'abnégation, c'est un peu d'acharnement. C'est beaucoup de scepticisme au début. Il y a 25 ans, les industriels du verre me regardaient comme un espèce d'illuminé. Ils ne voulaient surtout pas collaborer, ça leur faisait peur, etc. Maintenant, c'est un peu différent, c'est eux qui viennent me chercher. Mais c'est contraire à la production du vitrage industriel. On ne s'est pas arrêté la production du vitrage industriel. Oui, puis les industriels aujourd'hui, ils se rendent compte que sur certains projets, ils sont eux-mêmes bridés parce qu'ils n'ont pas le savoir. Il y a des savoir-faire qu'ils n'ont pas, il y a la culture qu'ils n'ont pas, il y a le vocabulaire qu'ils n'ont pas. Et ils ne s'intéressent pas à l'architecture, fondamentalement. Ils n'ont pas cette culture-là. Et je ne sais pas, moi, on leur parle ils parlent de sérigraphie, mais quelque part, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas d'où ça vient. Ils ne savent pas que, je ne sais pas, c'est Herzog et de Meuron, il y a bientôt 40 ans, qui ont fait les premiers trucs en sérigraphie sur l'architecture avec les entrepôts Ricola. Ils ne savent pas. Enfin, tout ça, ça ne vient pas de nulle part. Et ça évolue pas. Voilà. Donc, faire des choses qui fassent sens, qui disent quelque chose de notre époque, ça nécessite, je pense, au-delà du savoir-faire, un peu de culture, un peu d'histoire de l'architecture, et savoir d'où on vient pour savoir où on va aller, et voilà. Et en fait, ce que je remarque aussi, c'est que le monde de l'architecture, enfin le monde les architectes, même pas le monde de l'architecture, les architectes et les industriels n'ont pas le même vocabulaire, ils n'ont pas la même culture. Les industriels, ça vient de l'ingénierie, c'est des gens qui sont tout à fait respectables, hein, mais quelque part qui ont la sensation que le monde peut se résumer en une équation. Les architectes, c'est des artisans. Dans leur manière d'intellectualiser les choses, de fonctionner, c'est des artisans. Moi, j'ai travaillé avec des toutes jeunes agences, il y avait 2 architectes qui démarraient, et j'ai travaillé, je sais pas, on parlait tout à l'heure de Foster, il y a 1500 personnes, le Nikenseke au Japon, ils sont presque 3000. Même à 3000, la mécanique intellectuelle qui se met en œuvre, c'est une mécanique artisanale. Même s'ils ont 500 000 mètres carrés à construire. Oui, on ne fait jamais 2 fois le même projet. Oui, et puis dans la merde, pensez ce qui fait que moi je l'explique comme ça, c'est que j'arrive très bien à collaborer avec l'architecte parce que quelque part on fonctionne intellectuellement de la même manière. Et parce que je connais le monde de l'industrie et parce que je connais leurs forces, leurs faiblesses et les limites de leur manière de fonctionner, j'arrive, je pense, relativement bien à faire l'interface aussi entre les architectes et les industriels, parce que je sais ce qu'on peut demander aux industriels, jusqu'où on peut leur demander, et jusqu'où ils n'iront pas, et du coup, nous, on trouve des solutions alternatives. Alors, au début, les architectes me prenaient pour un farfelu, aujourd'hui, c'est un petit peu différent, effectivement, ils collaborent. Puis, c'est vrai que la première fois que je suis allé dans une usine de Saint-Gobain, il y a 25 ans, j'avais une petite façade qui devait faire 80 mètres carrés. Je leur ai dit, voilà, vous me coupez les verres industriels, moi je vais les émailler à la main, vous les cuisez dans vos fours, etc. Le directeur de l'usine m'a dit, écoutez, vous êtes bien gentil, mais on travaille ici. Donc il m'a viré, en gros. 20 ans après, on a fait la canopée Léal. C'est différent, là, ils m'envoyaient des billets d'avion avec des réservations dans des hôtels 5 étoiles pour que j'aille visiter leur usine au fin fond de l'Espagne, je ne sais quoi, parce qu'ils espéraient qu'elle marchait. Donc, voilà, les choses évoluent. Mais
Mais je dénigre pas du tout l'industrie pour autant, hein. On y trouve des gens tout à fait fréquentables. Hein. Après, il faut pas leur demander ce pourquoi ils ne sont pas faits. Et du coup, il faut jouer la complémentarité de manière à ce que 1 plus 1 égale 3. Ce sont des contraintes différentes. C'est des contraintes différentes, des cultures différentes, ils n'ont pas les mêmes objectifs. On ne peut pas leur demander... Par contre, il faut les utiliser pour ce qu'ils sont, mais pas les prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Mais il y a plein de ressources dans l'industrie. Il y a des ressources qui parfois eux-mêmes n'utilisent pas et qu'on peut optimiser. Voilà. Donc il y a un jeu comme ça d'interface culturelle. Je parlais de métissage de pratiques, artisanat, industrie, mais c'est aussi des métissages culturels. Parce que les mots dans une agence d'architecture et le même mot dans une usine de verre n'a pas forcément la même signification. Alors, si on parle de sérigraphie, par exemple, la sérigraphie dans l'industrie du verre, pour eux, c'est nécessairement de l'émail. Or, la sérigraphie, c'est pas de l'émail, c'est une technique d'impression. On peut sérigraphier n'importe quoi. On peut sérigraphier du goudron, de la grenadine, tout ce qu'on veut. Donc, quand je dis ça, c'est pas uniquement de la sémantique. C'est plus compliqué que ça. Dans les projets que vous avez montrés au niveau des façades de bâtiments, il y a beaucoup de second niveau. Et est-ce que vous arrivez aussi à proposer des choses sur des verres qui font isolants, des doubles vitrages Ah oui, bien sûr. Sur le... On peut faire un mur rideau comme ça. Oui, sur le projet là, pour le Centre européen du judaïsme, c'est le cas. Hein. Non, c'est des contraintes différentes. Ouais. C'est des contraintes différentes. Il n'y a pas de règle, de toute façon, puis c'est ça qui est drôle aussi, hein, c'est que tous les projets sont différents, et que si on faisait tout le temps la même chose, ce serait pas. Voilà. Mais non, puis c'est... À chaque fois, l'idée, c'est de raconter une nouvelle histoire. Donc, avec des nouveaux moyens techniques, avec des délais qui vont être différents, avec des gens qui vont être différents, avec un contexte qui va être différent. C'est pas de leur faute, hein, mais quelque chose qui me contrarie en fait dans le système dans lequel on est, du tout industriel, c'est que c'est que tout finit par se ressembler. C'est-à-dire qu'on gomme les particularismes culturels, on gomme les particularismes géographiques, etc. Et qu'à un moment donné, une tour qui est à Vancouver, on peut retrouver la même à Dijon, à Glasgow, à Santiago du Chili, etc. Et que il me semble que les gens qui habitent dans ces tours, les cultures locales, les disparités géographiques, culturelles, climatiques, etc., méritent mieux que ça. Mais l'industrie, par essence, est faite pour produire beaucoup des choses relativement simples. Et ce système-là ne permet pas de s'adapter au cas par cas à toutes ces contraintes-là. Et par ailleurs, aujourd'hui, d'un point de vue technique, culturel, financier, il y a peu de projets qui auraient besoin de se singulariser. Mais au moins pour ces quelques projets qui ont besoin de se singulariser, on essaye de faire des choses, de pousser le bouchon le plus loin possible et de pousser la matière dans ses retranchements. Et il y a beaucoup à faire et beaucoup à découvrir. Parce que le matériau est un verre qui en fait a été relativement peu exploré. Et de la même manière, quand des industriels viennent, ils sont un peu perdus parce qu'ils voient des gens travailler à la main, mais pour autant ils voient des outils qu'eux-mêmes pourraient utiliser. Quand les architectes viennent, ils voient un environnement qu'ils connaissent. Enfin, il y a des gros outillages chez vous. Oui, on commence à avoir des gros outils, ouais. Alors, on n'a pas autant d'outils que dans l'industrie, mais on a des outils que l'industrie pourrait avoir, mais on a surtout des outils qui sont beaucoup plus pointus et qu'on a fait fabriquer sur mesure. Okay. On a des fours qu'on est les seuls à avoir. Par rapport à votre projet où je crois que c'est à Tokyo, c'est ça, où il y a eu des cours de... Ouais. Vous pouvez avoir
une longueur de combien en fait, au maximum justement pour thermoformer comme ça des cours? Bon, aujourd'hui on est déjà à peu près à 4,50 m. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc tout ce qui est torsade dans les deux sens, ouais. Ben, on est... Et ça veut dire que vous trempez vous-même les vitrages? Alors la trempe, non. La trempe, c'est un exercice encore différent. Puis un four de trempe, ça coûte 1 million. Et pour le rentabiliser, il faut vraiment qu'il tourne... en gros, un four de trempe, ça tourne 16 heures par jour. Donc par contre, on a des prestataires avec lesquels on travaille régulièrement, qui sont tout à fait contents de nous tremper des verres. Ça fait tourner leur four et puis voilà. À Lyon, enfin même à 1 heure de notre atelier, on a des gens, on leur amène des panneaux comme ça. On a fait ça pour Hermès Berlin il n'y a pas longtemps. Là, les panneaux, ils faisaient 4 mètres sur 2 en verre comme ça ondulé. Et nous les ont trempés. Voilà. Au début, la première fois, je vous avoue, il y a 20 ans, quand on avait avec des panneaux comme ça, ils disaient non, on ne va pas rentrer ça dans notre four si ça casse à l'intérieur, parce qu'ils ne comprenaient pas la manière dont c'était fait, etc. Puis avec le temps, ils ont compris qu'il n'y avait pas de problème. Et puis du coup, aujourd'hui, c'est un peu différent, parce que quand on leur amène un projet où il y a 2000 m² de verre à tremper, alors là, par contre, ils sont très très contents, parce qu'ils font du chiffre d'affaires. C'est la roue à tourner, quoi. Et ça coûte la même chose, tremper un vitrage comme ça qu'un vitrage là? Pareil. La même chose. Ouais. Pareil. Ouais, c'est du temps machine. Après, il y a plus de travail pour le faire chez nous en atelier, évidemment. Oui, mais non, mais la prestation de service. Et après, pour certains verres un peu pointus, nous, on a même un four de feuilletage. Donc ça c'est un verre feuilleté. On l'a feuilleté chez nous. Toutes ces dalles de verre, on les a moulées dans nos fours, on les a feuilletées dans nos fours aussi. Parce qu'avant, ce qu'ils avaient peur des feuilleteurs, c'est la... comment ça s'appelle? La colle. Non, pas la colle, la précision du feuilletage. Et aujourd'hui, c'est plus un problème, non? Ça dépend de la qualité des gens que vous avez en face de vous, et du niveau de compétences qu'ils ont et puis du niveau d'exigence qu'ils ont. Ce qu'on peut constater quand même globalement, c'est que la qualité des prestations, c'est que dans l'industrie du verre, il y a une concurrence qui est très très forte. Et du coup, on constate que la qualité globale a tendance à baisser partout, depuis 15 ans, 20 ans. C'est-à-dire que les niveaux de performance c'est-à-dire qu'il y a une grande usine d'un grand groupe verrier, peu importe la marque, il y a 20 ans, ils vous livraient un verre avec des précisions de coupe ou de façonnage qui étaient de plus/- 1 mm. Aujourd'hui, ils en livrent à plus/2, où il y a 3 mm de trop, où il manque 3 mm sur le vitrage. Vous leur dites c'est pas normal, ils vont dire ouais, tu nous emmerdes, ça va bien comme ça ne te changera pas la vie, quoi. En fait, parce qu'ils sont soumis à une concurrence qui est de plus en plus dure, et que du coup, ils baissent leur niveau d'exigence, et que voilà. Alors que c'est vrai que nous, on a fait des dalles feuilletées triples, etc. Celui-là, je pense que celui-là, c'est juste un exemple, mais on les a même carrément repassés au polissage à la rectiligne après pour que tout soit aligné, etc. Mais enfin, du coup, ça devient un peu, pour le coup, un peu de la haute couture, quoi. C'est vrai qu'après, quand c'est pris dans des profilés, dans des capots serreurs, machin, etc., si ça dépasse d'1 millimètre, effectivement, personne ne le voit. Par contre, si les dalles de verre sont posées au sol comme ça, côte à côte, avec un joint qui plus est en plus transparent, il faut que ce soit nickel. Alors après, nous, on a des gens à l'atelier, les gens qui travaillent avec moi ont été formés à ça. Et même, je pense à un justement qui s'occupe justement du polissage, etc. Il faut l'arrêter parce que lui, s'il pouvait travailler au micron, il travaillerait au micron, mais ça n'a pas de sens des fois. Donc voilà, c'est des questions de culture, d'appréhension des choses, voilà.